Nous avons vu qu'en C++, une classe peut hériter de plusieurs superclasses. C'est ce que l'on appelle l'héritage multiple. Que se passe-t-il si plusieurs superclasses offrent à une de leurs sous-classes un membre portant le même nom? Il y a une situation d'ambiguïté et c'est ce thème précisément que nous traitons dans la séquence qui suit. Les règles régissant les droits d'accès dans le cadre de l'héritage multiple sont les mêmes que pour l'héritage simple, ce qui signifie qu'une sous-classe peut accéder directement aux membres, c'est-à-dire attributs et méthodes, protégés ou publics bien sûr, de ces superclasses. La nouvelle question qui se pose par contre dans le cadre de l'héritage multiple est que se passe-t-il si plusieurs superclasses offrent à une sous-classe des attributs et des méthodes portant le même nom? Partons d'un exemple concret. Reprenons pour cela le cas de notre petite hiérarchie de classes zoologiques où nous avions deux superclasses ovipares et vivipares dont héritait une sous-classe ovovivipare. Supposons maintenant que dans chacune des superclasses soit présente une méthode affichée permettant d'afficher par exemple les caractéristiques des instances de chacune de ces classes. Comme la classe ovovivipare dérive de la classe ovipare et de la classe vivipare, elle va donc disposer par héritage justement de deux méthodes affichées, la méthode affichée de la classe ovipare et la méthode affichée de la classe vivipare. Deux méthodes donc ayant strictement le même nom. Supposons maintenant que, ailleurs dans le programme, par exemple dans un programme principal, nous créions une instance d'ovovivipare et sur cette instance invoquions la méthode affichée. En clair, va se poser à nous le problème de quelle méthode est ici invoquée? Celle héritée d'ovipare ou celle héritée de vivipare? Le compilateur réagirait de la même façon, se poserait le même problème et donc refuserait cette tournure. Pour le compilateur, il y a en effet une ambiguïté. Il y a un problème de masquage, dans le sens où un identificateur en masque un autre, et le compilateur ne sait pas dans quelle portée il faut résoudre cet appel. Alors attention, nous sommes bel et bien ici face à un problème de masquage, un problème de résolution de portée. En effet, l'invocation de la méthode affichée sur une instance d'ovovivipare provoquera une erreur à la compilation, et ce, même si la méthode affichée n'avait pas les mêmes paramètres dans les classes ovipare et vivipare, ce qui a priori peut sembler un peu inattendu. En clair, supposez par exemple que dans la classe ovipare, la méthode affichée soit sans paramètres et que dans la classe vivipare, la méthode affichée ait un paramètre de type string. Alors on pourrait imaginer qu'en invoquant la méthode affichée en lui fournissant une chaîne de caractères lève toute ambiguïté. Il semblerait clair ici que ce soit cette méthode qui doit être invoquée. Or, l'ambiguïté pourrait être levée ici seulement dans les situations où on aurait de la surcharge. Mais comme vous avez eu l'occasion de le voir dans les séquences précédentes, en C++, on ne peut surcharger que dans la même portée. Et donc ici, concrètement, nous n'avons pas affaire à un problème de surcharge et le compilateur va quand même refuser cette tournure. En effet, la méthode affichée sans paramètre est dans la portée de la classe ovipare, la méthode affichée avec un paramètre de type string est dans la portée de la classe vivipare. Ces deux méthodes ne sont pas dans la même portée. On ne peut pas considérer donc que cette méthode affichée est une surcharge de cette autre méthode affichée. Ça n'est donc pas un mécanisme lié à la surcharge qui peut être employé ici pour lever l'ambiguïté. Il faut plutôt résoudre la portée de façon correcte. Et quelle solution s'offre à nous maintenant pour résoudre ce problème de résolution de portée? Première possibilité, simplement utiliser l'opérateur de résolution de portée. Donc ici, par exemple, dans le programme principal qui crée l'instance d'ovipare, au moment où l'on veut appeler la méthode affichée, il faut préciser dans quelle portée on va chercher cette méthode affichée. Par exemple, dire que nous invoquons sur l'instance O la méthode affichée de la classe vivipare. Nous établissons le lien entre la méthode et la classe au moyen de l'opérateur de résolution de portée. Cette façon de résoudre le problème, c'est-à-dire par l'utilisation externe de l'opérateur de résolution de portée, n'est cependant pas une bonne solution. Pourquoi? Parce qu'elle délègue à l'utilisateur de la classe ovovivipare le soin de choisir comment s'affiche un ovovivipare. C'est une responsabilité qui devrait clairement plutôt incomber au concepteur de la classe ovovivipare. L'idée ici est que pour une meilleure solution, il faudrait que ce soit la sous-classe, ici en l'occurrence la sous-classe ovovivipare, qui indique quelle méthode héritée elle veut voir invoquée sur ses instances. On peut pour cela en C++ ajouter à la sous-classe une déclaration spéciale qui indique quelles méthodes ou attributs ambigus hérités de plus haut seront invoqués exactement au travers des instances de la sous-classe. La syntaxe pour cette déclaration est la suivante. On utilise le mot réservé using, suivi du nom de l'attribut ou de la méthode ambiguë, et on indique au moyen de l'opérateur de résolution de portée dans quelle
superclasse, on va aller chercher cet attribut ou cette méthode. Dans le cas de notre exemple, on pourrait donc, dans la classe ovovivipar, indiquer par une telle déclaration que c'est la méthode affichée de vivipar qui va être choisie pour afficher un ovovivipar. En clair, lorsque la méthode affichée sera appliquée à une instance d'ovovivipar, on ira rechercher cette méthode dans la classe vivipar. Alors attention, soyez attentifs à la syntaxe. Au moment de cette déclaration, on ne mettra pas de parenthèse ni de type de retour pour la méthode en question. On indique uniquement qu'on veut utiliser la méthode de non affichée de la classe vivipar. Cette solution est meilleure que la précédente dans le sens où c'est maintenant la classe ovovivipar qui décide elle-même de comment s'affichent ces instances. Ce choix n'est plus de la responsabilité de celui qui utilise la classe. On peut rendre les choses encore plus claires en faisant en sorte que la classe ovovivipar contienne une méthode dédiée qui indique en clair comment se font l'affichage de ces instances. De cette façon, les choses deviennent le plus explicites possible. Il n'est pas nécessaire de parcourir la classe pour voir s'il n'existe pas une déclaration using indiquant comment afficher un ovovivipar. On sait qu'un ovovivipar a sa propre méthode d'affichage et donc c'est cette méthode qui va décider de comment se font ces affichages à proprement parler. On pourrait parfaitement vouloir, par exemple, que pour afficher un ovovivipar, on affiche aussi bien ses caractéristiques en tant qu'ovipar que ses caractéristiques en tant que vivipar. La méthode affichée d'ovovivipar, dans ce cas, va invoquer les deux méthodes en utilisant l'opérateur de résolution de portée pour lever l'ambiguïté. Ici donc, le choix d'implémentation qui est fait pour la méthode affichée de ovovivipar est d'invoquer les deux méthodes affichées, donc méthode de même nom héritée de plus haut. D'abord la méthode affichée héritée de la classe ovipar, puis la méthode affichée héritée de la classe vivipar. Il s'agit là d'une bonne solution où la sous-classe fournit une méthode explicite qui définit la bonne interprétation des invocations ambiguës. Et ceci conclut cette séquence sur le masquage dans le cadre de l'héritage multiple.